tu peux te la mettre sous le bras. En d'autres termes, tu peux toujours rêver mon coco. Bienvenue dans ce 64e épisode du podcast Sodomie la première nuit, point d'interrogation, dans lequel nous allons parler de Mathieu, 35 ans, qui nous raconte ses déboires avec sa compagne. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Mathieu m'écrit « J'ai découvert récemment vos podcasts et je suis tombée sous le choc. » Bon, soit. Je suis dans une relation depuis 3 ans avec quelqu'un que j'ai beaucoup estimé. Donc sous-entendu, je l'ai beaucoup estimé, mais je ne l'estime plus autant. Mathieu commence à sortir de l'emprise. Dès le début de notre histoire, nous avons fait face à des problèmes sexuels. Quand ça commence comme ça, en général, ça ne s'arrange pas. Que ça se passe au bout d'un certain nombre d'années, c'est la vie. Mais là, ça commence et c'est déjà compliqué. Et là, Mathieu décrit, en effet, nos premiers rapports ne se sont pas bien passés. Ma compagne a souffert de vaginisme, elle a saigné, elle a eu mal et elle s'est donc complètement bloquée. Alors là, on ne sait pas si le vaginisme préexistait avant la relation avec Mathieu ou s'il a surgi dans le cadre de cette relation. Toujours est-il que ça commence par une fermeture et en général, quand ça commence comme ça a peu de chances de s'ouvrir. C'est ce que nous allons voir par la suite. Mathieu continue, s'en est suivi une période d'abstinence de quelques semaines / mois. Donc on a bien compris que Mathieu était privé de quéquette et qu'il pouvait se la mettre sous le bras. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le mécanisme. Parce que si Mathieu écrit ça, c'est qu'il l'a vécu. Je l'ai accompagné, donc je sais exactement ce qui se passe. Mais surtout, il n'est pas le seul. Mathieu et sa compagne ont abordé le sujet à cette époque, donc à l'époque de la frustration. On va dire de la première frustration. Et cela a créé des tensions. Les tensions et les conflits se sont répétés pendant 1 an. Oula, quelle abnégation, Mathieu. Sexuellement, durant cette période, c'était vache maigre, voire très très maigre. Pas de préliminaires, pas de baisers langoureux, pas d'étreinte un peu plus appuyée, ni même de douche ou que sais-je. Donc là, ce qu'on entend, c'est que c'est vraiment la coloc, qu'il n'y a même pas de tendresse. Au bout d'1 an de difficultés et sous mon impulsion, parce qu'évidemment, on se doute que madame n'est pas pressée de sortir de cette situation qui lui convient très bien, devant mon questionnement et mon incompréhension, nous dit Mathieu, nous avons été consulter un sexologue, une personne très compétente qui, dans un premier temps, a cherché à analyser le problème, nous a aiguillés et a proposé des solutions concrètes pour renouer un semblant de lien physique et charnel entre nous. En fait, le lien, il n'a jamais eu lieu. Donc, comment peut-on renouer un lien qui n'a jamais existé? C'est ça le problème. Donc, si vous êtes face à un partenaire ou une partenaire qui, dès le début, vous frustre, dites-vous bien que le lien n'a pas existé et qu'il ne va pas se renouer tout seul. Le problème, évidemment, se pose parce qu'on s'en doutait, la compagne de Mathieu a, ouvrez les guillemets, très vite refusé l'ensemble des solutions proposées, du simple message pour remercier l'autre ou lui porter son attention, au massage corporel sans aucune sexualité évidemment, à la douche en vêtements de bain. Est-ce que vous réalisez que la sexo propose à ce couple qui n'a jamais réussi à faire l'amour, ou si peu, vite fait mal fait, de prendre une douche en maillot de bain? Moi, je suis complètement choquée. 1, que la sexologue propose une douche en maillot de bain à des trentenaires. Et 2, que Mathieu trouve ça charmant. D'ailleurs, la compagne, on va l'appeler Cruella, ça sera plus simple, refuse. Mathieu continue. Encore une fois, devant ma frustration et mon incompréhension grandissante, la seule réponse que j'obtenais et que j'obtiens toujours est « Tu en as fait un problème, tu en parles tout le temps, en parler tout le temps me bloque, et si je suis bloquée et que je sens que tu me mets la pression, ça ne va pas aller, nanana nanana ». On a bien compris, Cruella veut rester avec Mathieu, profiter des avantages, se faire entretenir en partie, mais ne pas s'ouvrir physiquement. 1, parce qu'elle n'aime pas ça. 2, parce qu'elle a besoin de se venger. 3, parce qu'elle a toujours eu ce comportement avec les hommes. On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que Cruella en fait voir de toutes les couleurs à Mathieu. Pour conclure rapidement, nous dit-il, j'aime bien le rapidement. Cela fait maintenant 18 mois que nous sommes ensemble et j'entends toujours ce sempiternel refrain. Tu en parles tout le temps, nous ne sommes même plus proches ou complices. Comment veux-tu que l'on ait des relations ? Tu me mets la pression, je me sens forcée, etc., etc. Donc Cruella reste scotchée à son rôle et visiblement Mathieu aussi.
c'est là qu'il ajoute « J'ai atteint un sommet de frustration sexuelle, moi qui adore cela ». Je pense que d'aucuns auraient été frustrés bien plus tôt. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner des hommes qui avaient été privés de quéquette, mais généralement au début, il y a quand même un semblant de quelque chose. Là, il n'y a jamais eu quelque chose. C'est ça le problème. Ce qui pose évidemment 2 questions. C'est pourquoi Cruella fait-elle ça et pourquoi Mathieu accepte-t-il ? Mais allons-y par étapes. Pour contextualiser la chose, au cas où je n'aurais pas bien compris, Mathieu précise le contexte. En l'espace de 18 mois, nous avons dû faire l'amour une dizaine de fois. Effectivement, c'est pas beaucoup. Elle a dû me toucher maximum 5 fois. Aucune fellation, pas de bisous langoureux. Ce qui veut dire qu'ils ont fait l'amour une dizaine de fois sans s'embrasser, que dans le cadre de leur intimité, il n'y a pas de fellation, et que visiblement, il n'y a pas de tendresse. Mathieu nous dit « J'ai accepté que l'on vive ensemble parce que je pensais que ça allait changer les choses ». Il faut dire aussi qu'elle a avancé tous les arguments possibles de la vie géniale à 2, tout ira bien, tu verras. Et quand tout ira bien, nous aurons des rapports. Donc là, on voit évidemment que Cruella a des intentions, à savoir manipuler Mathieu pour pouvoir s'incruster chez lui sans se donner physiquement. On se demande même s'il y avait de l'amour. Et jusqu'à présent, ce que révèle ce mail n'est pas d'une gaieté folle. Et nous nous disons, bien sûr, toi aussi, cher auditeur, que forcément, quelque chose aurait changé lors de la vie commune. Eh bien, Mathieu nous dit, sauf que rien n'a changé. J'attendais des changements rapides, mais non. Je suis au bord de la crise de nerfs, oui c'est pour ça qu'il m'a écrit, et j'ai atteint un sommet de frustration. Je trouve que, Mathieu, vous avez une grosse tolérance à la frustration. Je me suis reconnue dans plusieurs de vos podcasts, pour ne pas les citer. Alors, le toutou, bien entendu, l'auto-saboteur de relations, et pourquoi j'accepte cela? Oui, c'est une vraie question, Mathieu. Sachez bien évidemment, me dit-il, que j'ai le droit parfois à des reproches, comme des occasions loupées de faire l'amour, ou que sais-je, car j'ai râlé le matin ou le soir, ou que je suis rentrée trop tard. Donc en fait, non contente de le frustrer, elle lui laisse entendre que s'il avait pas ceci, s'il avait fait cela, s'il l'avait fait mieux ou pas comme il l'a fait, peut-être il aurait eu droit à son quart d'heure intime. Oui, nous dit Mathieu, mon humeur globale est affectée. Je suis quelqu'un de très joyeux, d'aventurier, d'ouvert et de sociable. C'est l'impression qu'il m'a donnée. Je vous passe la litanie de reproches, de choses que j'ai dû changer pour la contenter. Mais cher Mathieu, cette Cruella est un puits sans fond. Elle ne cherche pas à être contentée, elle cherche le pouvoir et elle cherche à vous faire souffrir. Autre chose, nous dit Mathieu, argument avancé par ma chère et tendre, oui, il est quand même encore très accro, je râle tout le temps. Je suis jamais de bonne humeur, je ne crée pas de contexte favorable pour que nous ayons des relations. Pourquoi ? Parce que j'en parle souvent, j'en ai fait un sujet, alors que ça n'en est peut-être pas un, etc. Donc vous voyez, la manipulation, en fait, elle utilise tous les arguments possibles pour lui expliquer que s'ils ne font pas l'amour, c'est de sa faute, qu'il met une telle pression sur elle que, évidemment, elle ne peut pas avoir envie. Du coup, lui ne met plus de pression, du coup, il est frustré, du coup, il est malheureux, et elle lui fait croire que c'est à cause de lui. D'ailleurs, la première question que Mathieu m'a posée, lorsque nous nous sommes parlé, c'est « Est-ce que c'est de ma faute ?» Il n'y a pas une seconde où il a pu envisager que c'était pas normal. Heureusement, depuis, je crois qu'il l'a compris. Mathieu nous dit « Je perds mon temps, je le sais bien. J'ai toujours eu de l'admiration pour ma compagne, non pas parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais parce qu'elle est sublime. » Un autre de vos podcasts. Donc, ce qu'on entend, c'est que physiquement, les dieux l'ont gâtée et qu'elle profite de sa plastique pour manipuler son compagnon. Je conclurai par « Elle pense que notre problème vient du fait que l'on ne s'entend pas. Comme je mentionne souvent ce problème, je pense que c'est parce qu'on a ce problème qu'on ne s'entend pas ou plus, car il est devenu beaucoup trop important. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que leur problème, c'est que sexuellement, ils n'arrivent pas à se rencontrer. Comme c'est devenu une obsession pour lui et qu'il lui en parle souvent, elle lui fait des reproches pour le maintenir sous sa coupe et que c'est pas ces reproches-là qui vont l'aider lui, au point que là, il m'a appelé en désespoir de cause. Je suis frustrée au maximum car j'adore le sexe et je n'ai aucun problème à en parler. Mais aussitôt que je brandis la menace d'une rupture, j'ai le droit à un chantage matériel et affectif. Que vais-je faire, dit-elle? Je ne vais pas rester toute seule. Alors, ce que l'on peut dire de concret, c'est que, à travers les quelques heures que j'ai passées avec Mathieu, aux dernières nouvelles, il avait quitté cette Cruella. Il avait compris que ce n'était pas sa responsabilité à lui, mais qu'il était manipulé. Et d'ailleurs, au moment où il a annoncé la rupture, qui cette fois-ci était vraiment incarnée, elle a eu exactement tous les comportements que j'avais prévus. C'est un peu comme si j'avais écrit le scénario. C'était même pas drôle d'ailleurs. Elle a tout essayé en termes de manipulation et il y a eu évidemment des revirements. Sauf que Mathieu était arrivé à un tel stade de dégoût, d'écœurement, de frustration, d'angoisse aussi et de haine, je pense quelque part, que Cruella n'avait plus aucun impact sur lui. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. C'est la première fois de sa vie qu'il était face à une rencontre de ce type. Et il faut dire que Cruella représentait pour lui, dans son univers, la perfection, comme il l'a dit, pas en termes de personnalité, mais en termes d'esthétique et probablement un petit peu d'éducation. Et il ne venait pas du même milieu,
Mathieu est un garçon brillant qui est sorti d'un milieu très simple. Et grâce à ses neurones, il a très très bien réussi dans sa branche. Donc pour moi, il y a 2 explications au minimum. La première, c'est qu'elle représentait l'inaccessible. Vous savez, un petit peu comme la fille d'une des servantes du château dans lequel vivait Lady Di, qui met la tête à la porte et qui voit les riches, les nantis, les aristocrates anglais autour de la table. Table, bien sûr, dont cet enfant de servante est exclu. Il y a donc cette fascination pour cet univers qui correspond à son ambition. L'autre explication, bien sûr, elle vient de son histoire familiale. Et pour la faire très courte et sans rentrer dans les détails parce que je ne pense pas que ça apporterait grand-chose, disons que Mathieu, qui était très proche de sa mère, a pu voir que son père était lourd à porter de par certains comportements. Et quand on est un homme, on le sait. Être un homme, c'est être comme papa. Être comme papa, c'est faire souffrir maman. Donc je ne peux pas être comme papa. Ce qui fait que, au lieu d'aller chercher dans son bas-ventre la puissance pour se positionner et dire à Cruella, écoute, soit tu ne m'aimes pas et on arrête, soit tu ne me désires pas et on arrête, soit tu joues et on arrête, mais moi je ne continue pas une relation où on fait si peu l'amour. Et non, Mathieu a accepté parce que s'il se positionnait, il se comportait comme son père, il devenait un poids comme son père à l'égard de sa mère, et il rendait sa mère triste. Alors, en acceptant les doléances de sa Cruella, en s'auto-frustrant, en s'auto-castrant, en décidant de se sacrifier sur l'autel de son emprise à elle, dans une certaine mesure, il était en lien, dans une espèce de mémorial à sa mère. Et donc, pour mieux comprendre pourquoi il est resté, il suffit d'imaginer que derrière Cruella se cache, d'une part, la mère de Mathieu, femme blessée, donc Cruella est blessée des propos de Mathieu, qui ne fait jamais ce qu'il faut, mais se dissimule aussi, bien sûr, le père de Mathieu, être froid, qui montrait très peu ses sentiments et qui n'était pas très généreux. Comment voulez-vous, quand on a rencontré papa et maman à travers sa Cruella fétiche, que l'on puisse faire autre chose que de passer du temps avec elle? La bonne nouvelle, et ça c'est vraiment chouette, c'est que les trentenaires que j'accompagne ne restent pas dans des situations dans lesquelles leurs parents sont restés pendant des dizaines d'années. Ces adultes, encore jeunes, se rendent compte qu'ils sont malheureux, ne veulent pas continuer comme ça et viennent me voir. Et je pense à Sébastien, un homme de 38 ans en couple, qui avait aussi une problématique sexuelle avec son épouse. Il a consulté en premier, ensuite elle, enfin les deux. Et quel est l'objectif de ces consultations? C'est de faire en sorte que les choses s'arrangent, évidemment, mais pas en prenant une douche en maillot de bain, lol, mais surtout en comprenant ce qui se joue derrière le mécanisme des deux. La première chose à visiter, à comprendre, c'est qu'est-ce qui pousse Mathieu à accepter, on l'a un petit peu vu rapidement, mais surtout, qu'est-ce qui pousse Cruella à avoir un tel comportement? C'est une sorte d'emprise, de vengeance, de méchanceté, dont elle peut être consciente ou pas. Si elle est perverse, pour elle, c'est normal. Si elle est perverse par défaut, elle est dans un système pervers, et ce système lui convient. Donc la première question à se poser quand on a des conflits et qu'on est un couple, c'est pourquoi on accepte, d'où on vient, qu'est-ce qu'on rejoue, et quelle partition chacun des deux joue-t-il pour continuer à honorer la mémoire d'une enfance, d'un parent qui a souffert, ou encore pour régler des comptes rétroactivement. Or, comme je vous l'ai souvent dit, nous sommes le fruit de notre éducation, nous nous sommes positionnés comme ou contre nos parents, et nous nous sommes construits en fonction d'eux, par excès ou par défaut. Et vous, est-ce que vous avez des conflits dans votre couple? Est-ce que vous en avez eu par le passé? Est-ce que vous savez comment les aborder? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines!